Donc, on se retrouve ce soir pour une Urbain-Session sur la thématique de la gestion alternative des eaux pluviales. Et puis, pour rentrer dans le programme du jour, on aura donc avec nous deux intervenantes, à savoir Élodie Brelot, qui est la directrice de l'association GREY, qui s'occupe de la gestion intégrée des eaux pluviales. Et puis également Audrey Guyon, qui est elle, chargée de mission à l'établissement public territorial de bassin de l'Ardèche. Voilà, donc je ne vais pas vous faire attendre davantage et je vais céder la parole à Madame Brelot. Tout d'abord, un grand merci à vous de m'avoir proposé de partager à cette session Urbain-Session pour évoquer avec vous la question de la gestion à la source des eaux pluviales, essayer de partager avec vous une vision un peu stratégique des enjeux, les éléments de cadrage qui sont à notre disposition et les solutions techniques qui sont proposées et qui sont à votre disposition en tant que collectivité, parce que finalement, ce sont bien les collectivités qui ont un rôle fondamental dans la gestion des eaux pluviales sur les territoires. Je suis Élodie Brelot, je dirige effectivement une association qui s'appelle le GREY, qui est un pôle de ressources eau et territoire. Et j'interviens aujourd'hui dans le contexte d'un partenariat qui s'appelle l'atelier Ville Perméable, qu'on a mis en place depuis quelques mois avec le soutien de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Partenariat avec l'Union régionale des CAUE et avec France Nature Environnement au niveau de la région. L'idée, c'est de rassembler nos compétences, mais j'y reviendrai, de naturalistes, d'urbanistes, paysagistes et d'ingénieurs ou scientifiques dans le domaine de l'eau pour accompagner les territoires vers une gestion plus durable de l'eau et notamment vers la vie perméable. Et pour finir la présentation, je veux dire que le GREY est une association scientifique et technique qui rassemble des collectivités, des scientifiques, des prestataires, bureaux d'études, exploitants, gestionnaires, pour travailler ensemble et faire évoluer les connaissances et les retours d'expérience en matière de gestion durable de l'eau, eau urbaine, milieu aquatique, et puis la problématique très spécifique des micropolluants dans l'eau, avec un enjeu de santé certain. Pour commencer ma présentation, je vais donner la parole à deux personnes qui s'appellent Jacques Chambon et Franck Pitiot, qui sont Merlin et Perceval dans la série Camelot, pour ceux qui connaissent, et qui, avec une petite touche d'humour, vous propose de faire un petit éclairage, un petit point sur ce que c'est que le tout à l'égout et comment on peut gérer les eaux pluviales. Et dire, j'étais venu pour arroser mes salades. Bah vous voyez, c'est le ciel qui s'en occupe. Dites, vous imaginez le voyage d'une de ces gouttes de pluie? Ah bah très bien, oui. Elle tombe dans mon jardin, elle arrose mes salades et elle s'évapore pour retomber ailleurs. Celle-ci, oui, mais l'autre. Celle qui tombe pas dans votre jardin, mais qui tombe dans ma rue. Et ben elle tombe dans votre rue, elle vous arrose pas parce que vous êtes à l'abri ici avec moi, et elle s'évapore pour retomber ailleurs. Non, elle s'évapore pas. Elle va au tout à l'égout. C'est quand même dommage. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Elle est sale, de toute façon, cette goutte d'eau. Elle est pas sale. Elle devient sale lorsqu'elle coule dans les égouts, les caniveaux, c'est pas pareil. Mais c'est pas grave, de toute façon, elle est nettoyée dans la station d'épuration, et hop, c'est reparti. Non, les stations d'épuration ont une capacité limitée. Quand les pluies sont trop fortes, elles sont obligées de rejeter l'eau sans la nettoyer. Mais c'est pas méchant, c'est que de l'eau de pluie. Bah, c'est de l'eau de pluie qui s'est mélangée à des eaux usées. Et tout ça se retrouve dans nos rivières. Alors qu'est-ce que vous suggérez, monsieur Je sais tout? On fait plus de tout à l'égout, c'est ça? Ah bah ça va être sympa de circuler quand il y aura des jours d'orage. On va avoir de l'eau jusqu'aux genoux, les gens vont aller au boulot en cuissarde. Bah, pas si on arrête de faire des villes complètement imperméables. D'accord. Alors vous êtes pour revenir au chemin de terre en ville. Ah, bravo, bravo, c'est moderne, bravo. Vous savez, les égouts, c'est pas si moderne que ça, hein. Le gramophone, le Minitel, la télé noir et blanc, ça aussi, ça a été moderne. Et pourtant, on est passé à autre chose. Bon bah qu'est-ce qu'on fait alors? Bah, on peut être moderne et réfléchir. Par exemple, on peut faire des jardins de pluie. Des jardins de pluie? Oui. On remplace un petit bout de sa pelouse par une petite mare avec des plantes aquatiques qui aiment bien recevoir l'eau de pluie. Ça stocke l'eau, en plus c'est joli et ça attire les... Les libellules? Ouais. Non mais c'est très bien tout ça, mais en ville il peut pas y avoir que des jardins, ça circule. Bah, plutôt que faire des rues avec des goudrons imperméables, on peut les faire avec des pavés qui laissent passer l'eau. Hein. C'est votre petit côté révolutionnaire ça, hein? Sous les pavés, la plage? Non, c'est mon petit côté égalitaire. C'est pour que la goutte d'eau qui tombe dans ma rue soit aussi bien traitée que la goutte d'eau qui tombe dans votre jardin.
C'est très beau ce que vous venez de dire là. J'en pleurerais d'émotion. Ouais, bah, pleurez pas trop quand même, parce que vos salades, elles aiment pas l'eau salée. Hein. Ah oui, merci. C'est gentil de penser aussi à mes salades. Bon, voilà, l'idée, c'était de faire une entrée en matière avec un petit peu d'humour. En fin de journée, on peut se le permettre. Et puis surtout vous dire que ces vidéos sont à votre disposition sur YouTube et sur le site internet correspondant. Alors, le truc, c'est toujours de passer d'un exercice à l'autre. Alors, si je relance la projection, pardon. C'est parti. Donc, autre petite touche d'humour, les shadocks, quand on parle de gestion des eaux pluviales urbaines ou gestion alternative, en fait, la difficulté, c'est de changer d'habitude. Pourtant, comme on le faisait, comme on le présentait avec Jacques Chambon et Franck Picot, les limites des tout tuyaux, on les connaît depuis longtemps. Les bénéfices des solutions à la source aussi, ça fait plus de 20 ans qu'on a partagé ce constat entre, j'allais dire, opérateurs, gestionnaires, scientifiques. Et pourtant, on a encore du mal à convaincre que ces solutions sont bénéfiques et sont efficaces du point de vue de la gestion de l'eau. En fait, la difficulté, c'est quand même qu'on passe d'une solution d'ingénieur classique qui va savoir vous concevoir, dimensionner des tuyaux, des bassins en fonction d'un certain nombre de critères en ce qui concerne l'infiltration, la capacité d'infiltration, la pluviométrie prise en compte, et que les solutions qui étaient proposées avec ces tuyaux, c'était des solutions cachées. Donc, en fait, on comptait sur l'ingénieur pour gérer l'eau de pluie à la sortie des projets. Et que cette modification pratique, c'est de passer à des solutions qui sont surfaciques, qui sont visibles, qui sont liées à des éléments de nature, donc avec des dimensionnements qu'on peut croire moins robustes ou moins cartésiens, et puis qui mobilisent tout le monde, c'est-à-dire que c'est quand même des espaces où tout le monde doit participer au fonctionnement et doit approuver finalement ces solutions. Donc c'est un peu ça la difficulté, et c'est un peu pour ça que les shadocks, on a quand même tendance à continuer à pomper ou en tout cas à faire des tuyaux. L'idée, c'est quand même de passer avec une petite analogie culinaire, d'une ville entonnoir où en fait la pluie tombe sur la ville, elle prend sa douche et on rassemble ça le plus vite possible, le plus loin possible pour l'évacuer le plus rapidement possible, à quelque chose qui est plus proche de la ville éponge. Alors sans s'arrêter sur la passoire, parce que la passoire c'est pas très positif, mais c'est bien l'effet d'infiltration. L'intérêt de l'éponge, c'est qu'on capte cette eau en surface et on la met au service de la ville, et notamment avec des bénéfices multiples pour soutenir la biodiversité. Et l'idée, c'est d'utiliser les fonctionnalités du sol et de la végétation pour mieux gérer l'eau. C'est aussi mettre l'eau au service de la ville. L'ambition du passage de l'entonnoir à l'éponge, c'est de ralentir le ruissellement, de stocker l'eau dans le sol, éventuellement de décanter et de la filtrer si elle est polluée, et puis de restituer cette eau, soit par infiltration pour les eaux souterraines, soit par évaporation, évapotranspiration, le tout avec des ouvrages de formes multiples, et j'y reviendrai. Donc, l'idée vraiment à garder, c'est de dire on passe d'une ville entonnoir à une ville éponge, et ça a quand même un certain nombre de bénéfices. Donc, pourquoi ? En fait, le problème principal en termes de gestion de l'eau et d'assainissement, c'est que nos systèmes d'assainissement, ils sont saturés ou de toute façon voués à être saturés face à l'augmentation de l'urbanisation. Et des réseaux saturés, c'est déjà probablement des inondations locales. Ensuite, gérer ça dans des ouvrages centralisés et de plus en plus concentrés, c'est très coûteux. Et on arrive aujourd'hui à réaliser des ouvrages de stockage, des ouvrages tampons, des bassins tampons qui ont des dimensions totalement délirantes. On fait de belles cathédrales enterrées pour gérer nos eaux pluviales, et c'est un coût extrêmement important. Troisième limite du système tout tuyau, c'est la pollution des milieux récepteurs, parce que quand on capte des eaux pluviales dans un réseau de collecte centralisé, forcément à un moment il déborde. Et quand il déborde, non seulement c'est des eaux pluviales, mais c'est aussi mélangé à des eaux usées. Et ces rejets d'eau unitaires sont une source de pollution importante pour nos milieux récepteurs. Je ne reviendrai pas sur le système qui, de fait de l'imperméabilisation, appauvrit complètement le sol de ces espaces urbains. Et enfin, des obligations réglementaires en vue de la préservation de la qualité des milieux récepteurs, notamment vis-à-vis de ces rejets de temps de pluie,
des obligations pour les collectivités de réduire ces rejets par temps de pluie, donc d'améliorer le fonctionnement du système d'assainissement. Les bénéfices du point de vue de la gestion de l'eau, de cette sortie du tout tuyau et de la gestion à la source, on prend ces 5 arguments et on les prend à contre-courant. C'est-à-dire qu'on va réduire la fréquence et l'ampleur des débordements et des inondations, on va réduire les coûts collectifs de gestion des eaux pluviales, on va réduire la pollution des milieux récepteurs par la limitation des débordements par temps de pluie, on va nourrir à nouveau nos sols et les rendre plus vivants, éventuellement alimenter les sols et les sous-sols et les nappes phréatiques de par l'infiltration, et on va contribuer ainsi à répondre aux obligations réglementaires. Mais au-delà de la question des bénéfices vis-à-vis du cycle de l'eau, on a un ensemble de co-bénéfices qui sont liés non pas à la gestion de l'eau, mais plutôt à l'aménagement du territoire. Et la première réponse de ces solutions, elles répondent d'abord à une meilleure adaptation au changement climatique. Elles sont plus à même de faire face à des événements extrêmes ou à l'absence d'eau que des tuyaux avec un calibre donné. Le tuyau, soit il va être saturé, et quand il manque d'eau, si l'eau ne circule pas assez, on aura potentiellement des problèmes d'H2S, par exemple, de développement de gaz liés à la stagnation des eaux. Nos solutions, elles sont plus adaptées à ça. Elles contribuent à réduire les îlots de chaleur urbains, de par le soutien à la végétation, de par l'évapotranspiration, de par le fait de favoriser le développement de la végétation et l'ombre. Et donc, on utilise mieux l'eau pour réduire contre les îlots de chaleur. On l'utilise comme une ressource, j'aurais dû le mettre en position 2 d'ailleurs, puisque en fait, c'est en tant que ressource, elle alimente la végétation. Éventuellement, on peut faire de la récupération. Soutien à la biodiversité, je viens de l'évoquer. Et plus largement, l'amélioration de la qualité du cadre de vie entre un système complètement imperméabilisé et des tuyaux souterrains ou des systèmes plutôt fondés sur la nature qui utilisent l'eau au service de la végétation et de l'aménagement, on a un cadre de vie beaucoup plus qualitatif. Alors, les solutions, je ne veux pas trop développer, je pense que vous avez des exemples de proximité les uns et les autres sur vos territoires, mais ce qui est certain, c'est que les formes, elles peuvent être multiples. On peut avoir des solutions qui sont relativement centralisées malgré tout, qui collectent l'espace d'un quartier ou d'une zone d'aménagement, ou à la parcelle, qu'elle soit individuelle ou industrielle. On peut être sur les espaces publics, notamment si on veut être démonstratif, mais aussi sur les espaces privés. On peut avoir des choses très végétalisées et dans l'esprit des solutions fondées sur la nature, ou des choses aussi minérales du fait d'un certain nombre de contraintes d'usage. Elles peuvent être ponctuelles comme linéaires, elles peuvent être sur du neuf comme sur de la réhabilitation. Quelques exemples ici de bassins en eau, bassins secs, qui sont aussi un espace de jeu. Des noues plus ou moins profondes, parfois très profondes, plus ou moins végétalisées. Des cheminements piétons. Il me manque une piste cyclable dans mes illustrations, mais elle aurait toute sa place ici. Des points bas dans des espaces verts. Des bassins qui peuvent être très importants, mais qui restent en partie végétalisés, en l'occurrence pas complètement. Les toitures végétalisées, mais aussi les pieds d'arbres en ville, qui sont aujourd'hui des solutions à la source, qui présentent un intérêt certain, et on pourra y revenir si vous le voulez, parce que c'est des micro-ouvrages, mais qui ont leur importance dans la bonne gestion de l'eau. Et puis, en termes de revêtement aussi, on peut avoir des choses très différentes, des choses très naturelles, simple jardin de pluie avec les descentes de toit qui vont directement dans le jardin, et des choses plus structurées par rapport au fonctionnement des espaces, la circulation, et qui peuvent avoir des intérêts aussi, j'allais dire, architecturaux ou urbanistiques sur la façon dont on aménage nos espaces publics et on leur donne un caractère plus ou moins végétalisé, plus ou moins minéralisé et plus ou moins multifonctionnel. Toutes ces solutions multiples, on a voulu les mettre en évidence au niveau de la région. Et au niveau du Grès, on a développé depuis quelques années un observatoire des opérations exemplaires au regard de la gestion des eaux pluviales. Et on a sur notre site internet plus de 250 opérations recensées, repérées, et à peu près 80 fiches de retour d'expérience sur ces opérations avec des contacts avec le maître d'ouvrage, avec le bureau d'études. Et puis un petit retour de quels sont les objectifs que j'avais au départ, que j'ai dû abandonner, et puis si c'était à refaire, comment je ferais. Donc un bon support d'échange d'expériences, de rencontres et de discussions. Je vais vous proposer 3 petits focus sur les bénéfices de ces solutions à la source. Un premier sur la ressource en eau.
On parle beaucoup d'infiltration et c'est vrai qu'il est important de préconiser l'infiltration des eaux pluviales. Je pense qu'il y a deux niveaux différents d'infiltration qu'il est important d'avoir en tête. L'infiltration, déjà, le premier rôle, c'est de dire que dans un système urbanisé, donc je vais commencer à droite, après la pluie, on a en gros 55% de l'eau qui va ruisseler sur les surfaces imperméabilisées. Il y aura peut-être encore 30% d'évapotranspiration, mais il ne restera que 10% d'infiltration de surface et 5% d'infiltration profonde. Si on est sur des espaces naturels, tout dépend de la situation, ou des espaces végétalisés urbains, eh bien on va revoir en fait ces proportions. C'est-à-dire qu'on va réduire au maximum le ruissellement. On peut faire une hypothèse, par exemple, à 10%. On va favoriser l'infiltration surfacique et donc nourrir les sols et la végétation en place pour 20-25%. On va participer à l'infiltration profonde également, et puis on augmentera l'évaporation, l'évapotranspiration. Donc, un des enjeux de la limitation de l'imperméabilisation, voire de la désimperméabilisation, c'est de limiter la part de ruissellement et d'optimiser tout ce qui est infiltration et évaporation, évapotranspiration. Et je parlais d'évoquer la différence entre infiltration profonde et infiltration surfacique. Pour aller vers de l'infiltration profonde et alimenter les nappes, c'est plutôt nécessaire d'aller vers des ouvrages relativement centralisés. Aujourd'hui, avec la pression qu'on a sur la ressource, ça peut être un objectif en soi. On peut avoir un objectif de gestion des eaux pluviales, des projets des aménagements, avec un enjeu de réalimentation de nos nappes. Dans ce cas-là, c'est pas mal d'être sur des ouvrages relativement centralisés qui permettront de faire une infiltration profonde et de rejoindre les nappes phréatiques. Quand on est plutôt sur le développement des solutions à la source, à la parcelle, finalement, une grande part de cette eau restera piégée dans le sol. Et l'avantage de celle-ci, c'est de la mettre à disposition de la végétation locale. Je pense que c'est intéressant, que ce soit par rapport à des problèmes de risque en nappes souterraines ou au contraire des objectifs de recharge de nappes, ou que ce soit par rapport à un objectif de soutien de la végétation en ville ou dans l'aménagement, eh bien on peut avoir des choix stratégiques différents de gestion des eaux pluviales à la source ou centralisée. Et dans les deux cas, l'infiltration reste une solution très intéressante. Deuxième focus, vous me direz, ouais, mais les eaux pluviales, ça ruisselle et c'est pollué. Un petit focus sur la pollution des eaux pluviales, il faut quand même la relativiser. Donc, il est vrai que l'eau de pluie, elle se charge en pollution tout au long de son parcours. On peut parler de l'eau de pluie qui va se charger déjà avec la pollution atmosphérique, qui va, au contact du sol, ruisseler et entraîner un certain nombre de polluants. Tout au long de ce parcours, si elle va vers des réseaux d'assainissement, des réseaux unitaires, là, on a ce qu'on appelle les rejets urbains de temps de pluie. Donc, l'eau va se charger tout au long de son parcours entre l'atmosphère, le sol, éventuellement lorsqu'elle rejoint des réseaux d'eau pluviale avec une forte concentration, et enfin lorsqu'elle rejoint les systèmes unitaires où elle va en plus entraîner de la pollution des eaux usées. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est ça, c'est que ce parcours, plus l'eau parcourt, excusez-moi, plus le parcours de l'eau est long et plus l'eau se charge en polluants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette pollution, elle est très variable d'un site à l'autre, comme vous pouvez l'imaginer, mais aussi d'un événement pluvieux à l'autre ou au sein même d'un événement entre le début d'une pluie et la fin d'une pluie. La pollution qui est entraînée par cette eau pluviale est très variable et on a beaucoup de mal à donner des valeurs et des grandeurs utilisables en termes de caractérisation de la pollution des eaux pluviales ou traitement des pollutions de cette eau pluviale. Elle est effectivement pas négligeable, mais elle est très variable et elle reste relative par rapport à ce qu'on peut imaginer comme flux de pollution. Le deuxième élément qui est important, c'est celui que j'évoquais en premier, ça s'accroît au fil de l'eau. Et le troisième élément, c'est qu'il y a une grosse part de pollution qui est particulière. Elle est fixée aux particules solides. Donc, une des plus efficaces solutions de traitement, c'est de faire de la décantation de l'eau, donc stabiliser le temps que la pollution se décante, de la filtration, notamment au travers des sols. Et lorsque le sol est vivant, lorsqu'on est sur un espace plutôt de terre végétalisée, on a constaté avec les suivis scientifiques qu'on était encore plus efficace pour piéger cette pollution que sur des sols purement minéraux. Donc, l'objectif dans la gestion des eaux pluviales, c'est de la gérer là, le plus proche du sol et limiter son parcours. Et plus on la gère
auprès de là où elle touche le sol, et moins elle est polluée, et moins on entraîne du polluant. J'ai cafouillé sur ces diapos, mais ça ira mieux sur les suivantes. Pardon. Un troisième focus sur l'intérêt de ces solutions, c'est la biodiversité et le fait que les solutions à la source sont souvent support de biodiversité. Solutions à la source ou solutions centralisées, en tout cas toutes les solutions qui sont fondées sur la nature. Vous avez ici une illustration sur un cas assez exceptionnel puisque c'est le parc de la Porte des Alpes de la métropole de Lyon. Vous me direz peu reproductible du fait de sa dimension. Ce sont tout le développement de l'Est lyonnais se fait grâce à l'infiltration des eaux pluviales et le parc de la Porte des Alpes a fait le parti pris d'être sur des solutions naturelles. Aujourd'hui, France Nature Environnement, qui est notre partenaire dans cette diffusion de connaissances, fait des inventaires faunistiques et floristiques et ce site totalement artificiel de gestion des eaux pluviales, utilisant les solutions fondées sur la nature, s'avère être un écosystème absolument exceptionnel avec des espèces absolument exceptionnelles. Donc, grâce à cette solution, on retrouve le crapaud calamique, le triton crété ou les odonates qui se développent de manière très spontanée et qui prennent possession des lieux. Alors, vous me direz, sur les retours de biodiversité, on se pose aussi des questions sur les moustiques ou les moustiques-tigres. Et tout à l'heure, quand Jacques Chambaud faisait un petit bzz, vous avez d'abord pensé aux moustiques alors qu'il parlait de la libellule. En fait, les moustiques, on en a plus dans les avaloirs des réseaux d'assainissement que dans les solutions fondées sur la nature. On en a aussi au fond des bassins qui sont faits avec des géomembranes et qui sont mal conçus et qui ont des eaux stagnantes. Le moustique, de manière générale, et le moustique tigre en particulier, il aime les tout petits espaces et il a besoin de 5 jours d'eau stagnante. Si votre solution, elle propose un écosystème qui est fonctionnel, le moustique tigre, il n'aimera pas ce lieu-là pour se développer. Donc, les solutions qui réintroduisent l'eau dans les espaces aménagés, il faut effectivement le faire de manière intelligente, mais ne sont pas forcément vecteurs de nuisances de type moustique. Et puis, finalement, en réintroduisant l'eau, en gérant l'eau au plus près de la source et dans notre aménagement, on participe aussi à limiter les gaz à effet de serre. Et on dit qu'à l'échelle mondiale, 20 à 30% du carbone est stocké dans les sols, qui est stocké dans les sols se situe dans les zones humides. Et on a eu plus récemment des études un peu plus pointues sur la capacité de la végétation en fonction de l'humidité du sol à capter le carbone. Et comme on peut l'imaginer, mais avec des démonstrations chiffrées et scientifiques, et finalement, un sol humide et qui bénéficie particulièrement de l'infiltration des eaux pluviales sera beaucoup plus efficace qu'un sol qui subit la sécheresse de manière systématique. Et puis peut-être dernier focus sur l'intérêt de ces solutions à la source, c'est la qualité du cadre de vie et de l'aménagement. Je trouve finalement peu de commentaires à faire, simplement en disant que des aménagements qui sont paysagers, qui utilisent la végétation pour en faire des espaces de vie à usage multiple, que ce soit des lieux de promenade, que ce soit des lieux de jeu, que ce soit les devants de secteurs aménagés ou de zones d'habitat, finalement, on offre un espace de vie quand même plus agréable à la population. Et souvent, si c'est bien conçu, la population s'approprie très facilement et très spécifiquement ces espaces de nature en ville ou de nature dans l'espace aménagé. Et ce qui est intéressant dans un échange avec le CAUE, c'est que le CAUE, avant de se poser la question de la gestion des eaux pluviales, se pose la question d'un aménagement fonctionnel avec une végétation qui survit aux pressions climatiques actuelles et qui trouve dans la gestion des eaux pluviales des solutions pour paysager les aménagements urbains. Dernier focus, je crois, le 5e, sur et finalement, qu'est-ce que ça coûte? Est-ce que ça coûte plus cher de développer ces solutions que faire des solutions traditionnelles? Je crois que ça dépend de quel point de vue on se positionne et qui prend en charge quel coût. Effectivement, en matière de gestion des eaux pluviales, les coûts ils se répartissent à l'échelle d'un aménagement, entre la collectivité, l'aménageur, le promoteur, le propriétaire et l'occupant locataire. Et puis au sein de la collectivité, la gestion des eaux pluviales aussi, elle se répartit entre plusieurs services, potentiellement un service gestion des eaux pluviales urbaines, lorsqu'il existe, ou en tout cas lorsqu'il existera, le service assainissement, le service voirie,
service espace vert, propreté, service patrimoine. En plus, ça se partage entre, j'allais dire, la commune et la communauté de communes ou l'agglomération. Mais finalement, quand on parle de coûts, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle des investissements avec le matériel mis en œuvre, ce matériel ayant pour vocation la collecte et le transport, mais en l'occurrence, on parle aussi d'aménagement paysager et de foncier. Il y a les coûts de gestion et entretien, exploitation, maintenance. Et puis, au-delà des coûts, il y a les bénéfices et avantages qu'on a commencé à aborder, qui seraient à mettre dans la balance. Pour répondre à cette question, on a fait une étude sur un cas réel, une zone d'aménagement dans l'Ain, qui avait été réalisée avec des collecteurs tout le long de la zone d'aménagement ici, et avec un bassin de décantation-infiltration au point bas de la zone d'aménagement. On a comparé ce scénario, donc tuyau et bassin, à un scénario tout en nous, avec un espace paysager au centre, et puis le bassin, avec le dimensionnement qu'on a fait, il n'y a plus de bassin, parce qu'en fait, les noues, elles infiltrent tout au long du parcours de l'eau. Donc, on récupère une parcelle ici en bas. Et puis, on a mis un troisième scénario, qui est le scénario tuyau, mais avec une qualité paysagère équivalente au scénario avec les noues. Puisqu'en fait, la noue, elle a une fonction hydrologique, mais elle a aussi une fonction paysagère. Et donc, on a comparé les coûts de ces trois scénarios de gestion des eaux pluviales. On a tenu compte de l'investissement et de l'entretien avec un système d'amortissement. Et puis, on s'est aussi posé la question de la répartition des coûts entre l'aménageur, la collectivité et le propriétaire. En termes d'investissement, le système technique est plus coûteux, c'est-à-dire tuyaux et bassins, est plus coûteux qu'un système de noues qui ne sont que des grands fossés finalement. Et donc, en termes de coûts d'investissement, ils sont moindres. Si on fait technique et paysager, il y a un petit plus d'aménagement paysager. En termes d'entretien, si on veut que nos noues, elles restent d'un point de vue paysager toujours esthétique, on dira que le coût technique est un peu plus cher pour les solutions en noues que la solution technique traditionnelle. Par contre, si on fait technique traditionnelle plus paysage, en gros, on additionne les deux coûts. Donc, on est beaucoup plus cher. Et si on amortit le tout, mais finalement, on confirme que nos solutions à la source, ici, le scénario 2, en entretien plus investissement, reste 1,5 à 2 fois moins cher que la solution technique pure ou que la solution technique avec aménagement paysager. C'est toujours qu'est-ce qu'on compare? Et là, on compare une solution, finalement, qui a une double fonction, une fonction de gestion hydrologique et une fonction paysagère, qualité de l'aménagement. Et comme je le disais, on s'est posé la question de la répartition des coûts entre les différents acteurs, entre l'aménageur, le propriétaire et la collectivité. Dans le cas précis de ce projet, c'est la collectivité qui prenait en charge tous les aménagements et les noues. Donc en fait, l'aménageur réduisait un peu ses coûts en termes d'assainissement. Mais surtout, il faisait une plus-value sur la vente en fait, des parcelles aménagées du fait de la qualité paysagère. Et donc, il y avait une plus-value foncière à un aménagement qui était qualitatif par rapport à un aménagement qui n'y était pas. Donc, globalement, on disait que le scénario, dans ce cas particulier, était finalement 2 fois moins cher pour l'aménageur qu'une solution traditionnelle. Et je sais que pour les élus et pour les collectivités, convaincre les aménageurs, c'est important d'avoir quelques arguments en poche. Voilà, donc j'ai fait le tour d'un certain nombre de co-bénéfices des solutions de gestion des eaux pluviales à la source, que j'ai représenté ici et qu'on a partagé avec un bureau d'études sur Copenhague, sur l'ensemble des co-bénéfices que l'on peut imaginer. Je pense que selon les contextes, certains sont plus forts que d'autres, certains sont présents et d'autres pas. Mais on a aussi tout ce qui est ralentissement du trafic, amélioration de la qualité de l'air et réduction du bruit de la circulation. On a aussi support éducatif, valeurs récréatives et écotourisme. On a un certain nombre de co-bénéfices à avoir des aménagements qui utilisent les solutions fondées sur la nature, plutôt que partir sur des schémas traditionnels de voirie, de trottoirs et de tuyaux qui gèrent les eaux pluviales en dessous de tout ça, de cet aménagement imperméable.
Je voudrais reprendre un peu de distance et revenir finalement à la gestion durable de l'eau dans les territoires. Et on porte des principes qui ont été proposés à l'échelle d'une association internationale qui s'appelle l'IWA. C'est des principes pour des territoires eau responsables. L'idée, c'est de dire qu'on doit avoir une gestion du petit cycle et un service de gestion de l'eau à l'échelle du territoire, accessible à tous et durable. Et on a un deuxième cercle qui me touche moi particulièrement, qui est l'idée d'avoir un aménagement du territoire durable et respectueux de la gestion de l'eau. Et là, l'outil, ce n'est pas la gestion de l'eau, mais c'est bien l'aménagement qui se doit de respecter la question de l'eau. Le troisième cercle qu'on abordera après mon intervention, c'est un aménagement qui est connecté à son bassin versant, et c'est une gestion intégrée de l'eau à l'échelle du bassin versant avec une cohérence par rapport au milieu aquatique, que ce soit les eaux souterraines ou les eaux de surface. Et puis enfin, l'objectif et l'enjeu ou l'élément nécessaire, c'est d'avoir des communautés eau responsables, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs qui interviennent sur l'aménagement du territoire et l'aménagement du bassin versant soient sensibilisés et agissent en faveur d'une gestion durable de l'eau. Et ces principes, on les a partagés avec un certain nombre de collectivités sur la région. Aujourd'hui, on a 23 territoires qui ont signé ces principes, qui ont dit on approuve ces principes, qui ont raconté comment ils les appliquaient aujourd'hui dans l'état de développement de leur stratégie territoriale. Et l'idée, c'est d'en faire un livre blanc et de partager nos expériences entre collectivités pour essayer d'aller toujours un peu plus loin dans la gestion durable de l'eau sur les territoires. Et puis, il y a des petits pictos ici qui sont au nombre de 5, que j'ai simplifié au nombre de 3. Je pense que pour aller vers cette gestion durable de l'eau, le premier élément clé, c'est d'avoir une vision partagée par l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les élus ou les agents ou les intervenants extérieurs au niveau du territoire, mais que ce soit aussi au niveau des acteurs qui construisent la ville et qui aménagent la ville, les aménageurs privés, ou donc l'ensemble des services et l'ensemble des acteurs publics et privés qui interviennent sur l'aménagement. Cette vision partagée, elle peut être idyllique, la représenter par une image faite par Vincent Calbeau dans l'esprit de Paris 2050 sur un aménagement inspiré par la nature, mais aussi, et beaucoup, avec des ouvrages beaucoup plus modestes, beaucoup plus ordinaires, beaucoup plus proches de nous et qui sont à toute petite échelle. Comment on aménage un coin de rue, comment on aménage une place publique, comment on réaménage des parkings et on intègre la gestion à la source des eaux pluviales et la biodiversité. Il y a des tas de solutions très simples qui sont accessibles à tous et c'est avoir d'abord cette vision-là pour pouvoir trouver les solutions. Le deuxième niveau, c'est le cadre d'action favorable à l'action. Et là, on est beaucoup dans la politique publique, plan, schéma, programme. Les clés d'entrée, c'est l'eau, mais ça peut être l'urbanisme, ça peut être le climat, ça peut être le paysage. On a sur chaque territoire, on a à chaque fois des lectures comme ça, relativement thématiques, qui peuvent être en faveur d'une gestion durable des eaux pluviales. Et puis, on a un certain nombre d'acteurs et de services qui doivent travailler en interaction. Et c'est au travers de cette vision transversale et partagée qu'on peut aller vers une solution beaucoup plus durable de gestion de l'aménagement du territoire et de la gestion des eaux pluviales. Vous me direz, alors je ne vis pas en Ardèche, mais je sais qu'en Ardèche, on parle quand même beaucoup des pluies cévenoles. Et je sais que, comme beaucoup au-delà de l'Ardèche, on a vécu un été particulièrement sec et particulièrement chaud, où c'est plutôt le manque d'eau qui nous a marqué, mais toujours avec la frayeur d'événements extrêmes. La gestion intégrée des eaux pluviales ou la gestion à la source des eaux pluviales, ce n'est pas forcément que gérer les petites pluies. En fait, gérer l'eau sur le territoire, il faut se poser la question des différents niveaux de service. En gros, avec des petites pluies, on va se dire, en gros, les petites pluies, plus de ruissellement. On les gère à la source, on infiltre, on nourrit le sol et on fait en sorte que cette eau, elle reste là au service de notre aménagement, au service de notre territoire, plutôt que l'évacuer. Au-delà, pour des pluies un peu plus importantes, on peut avoir des problématiques de ruissellement et l'objectif, c'est de maîtriser le ruissellement. Sur les gros niveaux, c'est commencer à se poser la question des inondations. Comment, quand mon ouvrage il va être à saturation, comment il va déborder? Est-ce qu'il va provoquer une inondation ou est-ce que finalement, l'eau va naturellement ruisseler vers le point bas et aller rejoindre le milieu récepteur?
Et là, on se préoccupe un peu moins de la préservation de la qualité des milieux récepteurs, puisque l'enjeu, c'est l'inondation. Et puis, évidemment, on se pose la question de comment va fonctionner mon système par rapport à des pluies extrêmes, où là, l'enjeu, c'est la sécurité des biens et des personnes. Et là encore, on va toujours continuer à se demander comment l'aménagement de mon espace participe à limiter les risques par rapport à des événements extrêmes. Donc, même quand on parle de gestion des eaux pluviales à la source, on se pose toujours la question de comment il va fonctionner, quelles ambitions on donne à cet aménagement par rapport aux petites pluies, aux pluies moyennes, aux pluies extrêmes, ou par rapport aux événements exceptionnels qu'on n'imagine pas forcément. Ça, c'est important parce que la pluie n'est jamais la même. On pourrait peut-être aujourd'hui rajouter un niveau avant, qui est l'absence de pluie et l'absence d'eau. Comment mon système va se comporter en absence d'eau? Puisqu'on parle beaucoup de systèmes végétalisés, quel choix de végétation je fais, sachant que la plupart du temps, ces espaces qui sont là pour gérer les eaux pluviales sont plus souvent secs que mouillés. On ne met pas, dans ces espaces-là, on n'y met pas des végétaux aquatiques. Mais comment il va se comporter si on a une période de sécheresse importante? Ça fait partie de l'analyse qu'on doit faire sur les différentes situations climatiques que va subir mon espace. Donc ça fait partie des éléments de stratégie nécessaires. Un petit focus simplement sur la question stratégique, c'est aussi ce qui est indiqué dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, qui eux aussi font des préconisations et des propositions sur la gestion de l'eau pluviale dans l'aménagement et sur les territoires. Et puis, les SCOT aujourd'hui. Les SCOT, au-delà les SCOT intègrent finalement des règles, des préconisations, des propositions sur la gestion des eaux pluviales. J'ai fait une recherche sur le SCOT Centre-Ardèche, dont la consultation se terminait mi-octobre, sur le terme imperméabilisation, qu'on trouve 21 fois, le terme pluvial, qu'on trouve une dizaine de fois, de manière assez récurrente, selon les contextes, selon les objets. On parle de limiter au maximum l'imperméabilisation et favoriser l'infiltration des eaux pluviales, y compris en matière de stationnement, par exemple. Ça fait quand même partie des orientations aujourd'hui de l'aménagement, plus qu'une question de gestion de l'eau et de l'assainissement. C'est bien l'aménagement qui se doit de gérer les eaux pluviales à la source. J'arrive au bout de ma présentation. J'espère que j'ai été correcte dans les temps. Donc, je le disais, pour aller vers des territoires responsables, partager une vision de manière générale, établir un cadre d'action favorable avec de l'accompagnement technique, et puis ensuite aller vers des réalisations, des opérations exemplaires et une culture technique partagée qui est importante pour pouvoir déployer ces solutions. Ce qui me semble important dans cet objectif d'aller vers des territoires responsables, c'est déjà d'affirmer le refus de faire comme on a toujours fait et de dire il y a des solutions alternatives, il y a des solutions plus durables. Et si on vous propose une solution avec imperméabilisation et tuyaux, en tant que maître d'ouvrage, il faut parfois oser imposer sa vision des choses et dire non, je sais qu'il y a d'autres solutions. Et si on vous dit on ne peut pas infiltrer, mais il y a toujours un sol, et quand vous avez un jardin, il y a toujours de l'eau qui s'infiltre. Donc en fait, on peut toujours faire autrement qu'imperméabiliser et collecter dans des canalisations, dans des tuyaux centralisés. Et donc, il faut se donner l'envie et le souhait d'expérimenter, d'innover. Et pour ça, il faut peut-être avoir un peu moins peur de se tromper, parce que l'ingénieur vous dit qu'avec ses abats qu'il sait, mais la solution sur la nature, elles sont souvent aussi efficaces. Et donc, l'idée de mon intervention, c'est d'essayer de vous fournir quelques arguments, quelques réponses au oui, mais ce ne sera pas possible, oui, mais vous prenez le risque que ça déborde, oui, mais c'est possible qu'on prenne un risque, mais aujourd'hui, ça vaut le coup de le tenter par rapport aux enjeux de gestion de l'eau, mais aussi de biodiversité et d'aménagement du territoire. Voilà les messages que je voulais partager avec vous. Pour finir, vous dire qu'il y a plein de ressources qui existent, que ce soit sur notre site internet ou plus récemment un guide qui a été fait par France Nature Environnement, Allô les idées reçues, et que je vous fournirai un petit document où vous pourrez accéder à toutes les ressources très facilement, que ce soit les vidéos ou les documents pédagogiques qui sont à votre disposition. Voilà pour mon intervention. Je ne sais pas quel temps j'ai pris, mais j'espère que c'était correct. Oui, à peu près, c'est peut-être un petit peu plus long, mais c'est pas grave. Merci Élodie. Du coup, dans la discussion, il y avait une remarque, question
Du coup, sur le fait que vous parliez souvent de villes importantes dans vos exemples. Et la question, c'est en fait comment agir quand sur les bourgs, des bourgs plus petits et qui sont déjà bien végétalisés. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution en fait quand il y a déjà de la végétalisation? Alors, de mon point de vue, je n'ai pas abordé que les gros projets. J'ai peut-être insisté sur la Porte des Alpes, mais dans les illustrations, je suis allée chercher une illustration à Vichy, à Bénaud, 5000 habitants. On est aussi sur des petites... et quand je dis Vichy, non, c'était une petite ville à côté de Vichy. On est aussi dans des aménagements de proximité. J'ai insisté sur les pieds d'arbres parce que je pense que les aménagements des espaces publics, des places publiques, des voiries publiques sont l'occasion de refuser d'imperméabiliser. Et si l'enjeu, il est peut-être moins ressenti parce que effectivement vous disposez d'espaces déjà végétalisés, en tout cas, l'idée de ne pas aller vers des schémas d'urbanisation minéraux, strictement minéraux, et qui accélèrent le ruissellement, il est valable à toutes les échelles. Alors, est-ce que c'est une responsabilité amont-aval ou si c'est simplement la qualité de l'aménagement de nos bourgs un peu plus ruraux? Je pense que ça a toute sa place aussi dans les bourgs ruraux. Ne serait-ce que par le fait de réalimenter les sols, les nappes, préserver les milieux récepteurs. C'est OK, le discours de la désimperméabilisation, vous pouvez ne pas vous sentir concerné. Par contre, la question de comment j'aménage mon bourg aujourd'hui, qui est peut-être plutôt rural, est-ce que je prends des modèles et des schémas de villes urbanisées ou est-ce que je maintiens autant que possible des solutions fondées sur la nature pour un aménagement durable? Je pense que tout le monde est concerné. En tout cas, j'espère. Et j'espère qu'il faut que j'améliore mon discours pour être plus convaincante et pas donner l'impression d'être une grande urbaine. Et si je peux rajouter, c'est vrai qu'en Ardèche, on a beaucoup de végétalisation, on a beaucoup de forêts, mais après, c'est vrai qu'on a des aménagements dans des centres-bourgs qui, la plupart du temps, ça reste des aménagements très routiers, qui sont des aménagements souvent anciens, mais qui sont sur le système encore de villages où tout est imperméabilisé, en fait. Donc, il y a toujours du travail à faire. Et pareil, vous avez évoqué la question de la qualité du cadre de vie. C'est là où d'agir aussi sur les espaces qui sont bitumés, et d'essayer d'enlever le maximum de bitume. Ça peut être bien à la fois pour la nature, pour l'eau et aussi pour les habitants. Oui, puis je pense qu'il y a souvent la rue centrale, alors qui est très circulée, Mm. revoir l'aménagement de ces espaces, comment je gère le stationnement, comment je ralentis la circulation, comment j'apaise la circulation. Ça peut être un objectif principal dans le projet d'aménagement et c'est une opportunité pour bien gérer les eaux pluviales. Ou inversement, se dire, il faut que j'infiltre mes eaux pluviales et c'est une opportunité pour revoir l'aménagement de cet espace. Je trouve qu'on est dans des synergies aujourd'hui dont il faut se saisir en fonction des projets. C'est-à-dire que l'objectif principal, il ne sera pas forcément la désimperméabilisation ou la gestion des eaux pluviales à la source, mais c'est une opportunité pour avoir des aménagements qui vont bien fonctionner au niveau de l'alimentation de la végétation en eau. Et je voyais que M. Boucher soulignait qu'ils avaient essentiellement des réseaux séparatifs, c'est une chance, mais le fait d'avoir des flux d'eau qui partent de manière accélérée dans des réseaux d'eau pluviale qui rejoignent le milieu récepteur directement, peut avoir des impacts malgré tout sur la qualité du milieu, selon les cas. Et puis surtout, on se débarrasse d'une eau qui est une ressource précieuse. Donc, tous les aménagements qui permettront de capter l'eau pour la végétation des espaces publics et d'inviter les aménageurs privés à dire mais récupérez votre eau pour votre végétation, c'est toujours ça de gagner. Et récupérer votre eau, c'est pas forcément faire des cuves avec des ponts. Récupérer votre eau, ça peut être simplement plutôt l'esprit des bacs Riviera, c'est-à-dire faire en sorte que cette eau, elle s'infiltre directement sur le terrain, au pied des bâtiments ou un peu à distance, qu'elle soit la réserve pour la végétation de manière très spontanée, c'est aussi une façon de récupérer l'eau. En tout cas, c'est une façon de ne pas s'en débarrasser alors que c'est une ressource. Est-ce que quelqu'un veut exprimer quelque chose? Une question?
Parce que sur le... Moi, je voudrais faire un témoignage donc, par rapport au parking perméable. Bon, nous avons réalisé avec l'aide du CE justement un parking référent sur Jean-Jacques qui prend déjà pas mal en compte une grande partie des éléments que vous avez évoqués, madame, et notamment donc, la désimperméabilisation des sols, la réalisation de nous, dans lequel on va installer des arbres, des végétaux. Ils ne sont pas encore plantés, mais ça ne saurait tarder. Et donc avoir ensuite un trop-plein qui, lorsque la Noue est pleine, bien sûr, permet de rejeter l'eau à la rivière, puisque nous, c'est notre exutoire principal. Donc on est déjà dans cette dynamique-là. Donc c'est plus un témoignage que je voulais évoquer. Et alors ce témoignage-là, je vais en parler au village de Caractère, à la prochaine réunion plénière qui va se tenir prochainement à Vaugué. Donc, il y aura 21 villages qui attendront ce petit discours. Donc, j'espère qu'il essaimera. Merci. Et si vous voulez des petites images pour illustrer, en plus de la qualité de votre réalisation, si vous avez besoin de schématiser, n'hésitez pas à leur parler de la ville éponge, c'est quand même pas mal. Il me semble. De la quoi? De la ville éponge. Ah oui, la ville éponge. Ah oui, oui, non, mais ça, j'ai bien entendu. De l'aménagement. L'entonnoir et l'éponge, oui, ça m'a beaucoup plu. Merci. Merci, Monsieur Boucher. Y a-t-il une autre réaction? Sinon, on va passer à la deuxième intervention. Merci pour votre écoute. Je ne vois pas de main qui se lève. Donc, merci encore, Élodie. Et donc, Merci, Élodie. Oui, vas-y, Alexis. Non, je remercie simplement Élodie. Puis je pense qu'on peut donner la parole à Madame Guyon. Bonsoir. Du coup, pour commencer, pour illustrer un petit peu, je vous ai remis une image que j'ai trouvée effectivement sur Internet d'un orage sur la commune de Vallon-Pont-d'Arc, qui illustre, je trouve, assez clairement certains phénomènes qui peuvent arriver chez nous, et en particulier des phénomènes localisés, mais on le verra après. Je voulais avant tout revenir rapidement sur le PTB Ardèche, qu'est-ce que c'est? Le PTB Ardèche, il existe depuis 2018. Il est issu de la fusion de 3 syndicats de rivières du bassin versant, qui étaient les syndicats de rivières Baume-Droby, Chassac et Ardèche-Claire, qui est encore assez connu malgré tout. Donc, on travaille sur tout un panel de domaines pour préserver effectivement les rivières et bien, dans l'équilibre avec tous les usages de l'eau, parce qu'il y en a, mine de rien, un sacré paquet. Donc, on travaille effectivement sur différents domaines, dont de la planification avec on en parlera un petit peu plus loin, sur le travail du partage et des économies d'eau. Moi, je travaille plus particulièrement sur la prévention des inondations, puisqu'on anime un programme d'action de prévention des inondations. On fait beaucoup de travaux de gestion de la végétation des berges, en particulier sur les cours d'eau, puisque la majorité sont non domaniaux. On travaille également sur la qualité des eaux, que ce soit la qualité des eaux de baignade et également la qualité des eaux par rapport au milieu naturel, disons. Et on a un grand volet biodiversité, puisqu'on anime un site Natura 2000 et un espace naturel sensible. Et on a développé ces dernières années un pôle communication et sensibilisation auprès des jeunes en particulier, assez important et qui fonctionne bien. C'est des thématiques qui plaisent aux jeunes. Petite présentation rapide du territoire. Donc, on est à cheval sur 2 régions, 3 départements, avec 150 communes, 130 000 habitants permanents qui sont multipliés par 2,5 en été. Avec localement sur certaines communes des multiplications par 25. Et nous avons 11 communautés de communes et d'agglomérations sur le territoire. Quelques mots sur notre contexte local. Donc, sur le bassin versant de l'Ardèche, le régime pluviométrique, c'est un des plus abondants de France, puisqu'on a plus de 1200 mm qui tombent en moyenne par année. Sur ces 1200 mm, on a un peu moins de 500 mm qui sont évaporés et le reste qui s'écoule vers le Rhône.
Je vous ai mis une petite illustration de l'estimation des cumuls de ce qui était tombé depuis le 1er janvier 2022 pour voir un petit peu voilà, comment ça se répartit sur le territoire. Et là, on est entre 700 et 900 mm qui sont tombés déjà sur l'année. Donc, ce n'est pas l'année la plus humide qui ait existé. Les crues cévenols qui nous concernent sont à l'image des pluies qui les engendrent, clairement extrêmes, démesurées. L'Ardèche est connue pour ces records Pardet à l'époque qualifiés de monstruosité hydrologique. L'Ardèche, elle est capable à elle toute seule d'engendrer une crue du Rhône. Donc après, je vous ai remis quand même 2 éléments. On a sur le territoire 2 types d'inondations. On va avoir tout ce qui va être inondation par débordement des cours d'eau. Donc voilà, je vous ai remis quelques photos. Simplement, la rivière déborde. Et après, on a énormément d'inondations à cause du ruissellement. Que ce soit le ruissellement tout seul, mais aussi des débordements de fossés ou le réseau pluvial qui est complètement débordé quand il y en a. Je vous ai mis quand même des exemples un petit peu récents. Donc là, sur Saint-Martin d'Ardèche, où clairement, c'est vraiment que du ruissellement. C'est produit extrêmement rapidement. Et très récemment, 9 novembre 2022, à Sanzon, donc on voit que la route est complètement inondée, alors que l'Ardèche n'est pas sortie de son lit. On voit que le niveau est bien plus bas à côté. Donc là, on est clairement sur des phénomènes dus au ruissellement. Je vous ai remis un petit peu quelques chiffres sur les épisodes récents sur le ruissellement depuis effectivement 2021. Là, je trouve qu'on cumule un peu. Élodie, tout à l'heure, parlait effectivement de pluies importantes sur le bassin versant. Ben oui, clairement, sur Villefort, là, en octobre 2021, on s'est retrouvé en 48 heures avec des cumuls voilà, de plus de 470 mm de pluie. C'est le record qui a jamais été... on n'a jamais mesuré plus sur cette station-là. Plus récemment, cette année, effectivement, on a plusieurs épisodes qui se sont succédés en septembre, où sur Saint-Martin d'Ardèche, il est tombé 86 mm en 1 heure. Ça a fait énormément de dégâts sur les voiries. Pareil, 1er octobre, 117 mm en 4 heures au-dessus de Vals-les-Bains. Et voilà, très récemment, 1er novembre, ou pas forcément des grands cumuls, mais des intensités extrêmement importantes. Donc forcément, voilà. Ça ruisselle. 10 mm en 5 minutes, c'est comme si on mettait 10 litres d'eau sur 1 mètre carré. Voilà. Donc forcément, en 5 minutes, bah, ça ne s'infiltre pas. Voilà. Je voulais vous redonner un petit peu quelques chiffres de temps de réaction sur notre bassin versant. Alors, notre bassin versant, il n'est pas très grand, mais il n'est pas très petit non plus. Il fait 2430 km². On a des temps de réaction et donc d'anticipation aussi des événements qui s'étalent entre moins d'1 heure pour tout ce qui est ruissellement, effectivement, ça va très vite, ou des petits bassins versants, ça peut aller jusqu'à 6 heures sur l'aval du bassin versant à Saint-Martin d'Ardèche, voilà, le temps que toute la crue se propage. On a divers facteurs de risque qui font qu'effectivement, on a un territoire qui est sujet à ce ruissellement. C'est qu'effectivement, il y a d'une part la pluie qui est violente, qui fait que voilà, on a des intensités qui peuvent être très importantes, et puis parfois aussi des durées qui peuvent être un peu longues aussi. On a toute la partie amont qui est assez imperméable. Oui, c'est de la roche, forcément, dans la roche, ça ne s'infiltre pas. On a des grandes pentes, voilà, je vous ai remis la topographie, on voit sur toutes les parties amont, là où c'est marron, oui, voilà, il y a des grandes altitudes, donc après, on passe facilement du marron au jaune. Et il y a un autre point important qui peut avoir un impact non négligeable, c'est l'état du sol.
tout à l'heure, Elodie en parlait, de la sécheresse. Effectivement, la sécheresse, ça forme une croûte sur le dessus, et puis du coup, voilà, ça ne s'infiltre pas. Et au contraire aussi, quand on a un épisode pluvieux qui intervient, alors qu'on a déjà un sol qui est saturé, l'eau va avoir tendance à ruisseler beaucoup plus facilement. Donc, ce risque ruissellement, on sait que c'est un risque clairement qui est réel, connu, mais il est aujourd'hui pas quantifié. Et pour nous, c'est un axe de travail relativement nouveau, prévu pour les années à venir. Qu'en est-il du changement climatique? Je voulais quand même en retoucher 2 mots parce que c'est quand même important. Si on dit que ça ruisselle aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en sera demain? Fin 2020, le PTB a lancé une étude prospective pour essayer s'adapter au changement climatique, effectivement, sur le bassin. L'idée, c'est d'avoir un programme d'action qui permettra d'alimenter la révision du SAGE prochainement et les prochains programmes d'action. Le bilan sur les températures, déjà, est que depuis 1960, le climat s'est réchauffé de 0,4 degrés par décennie. Donc, on est sur un réchauffement de plus 2,5 degrés depuis 1960. Et que, en fonction d'où on se trouve sur le territoire, le réchauffement est pas tout à fait le même et c'est plus ou moins marqué. Sur effectivement les Piémonts, on a une moyenne de plus 2,9 degrés, alors que sur la vallée du Rhône, voilà, on est plus près de 1,9 degré. Donc, c'est pas négligeable tout ça. En ce qui concerne les précipitations, par contre, les tendances sont beaucoup plus difficiles à établir. À l'automne, dans la dernière décennie, on s'est rendu compte que la hauteur des précipitations les plus importantes augmente. Et qu'on a eu beaucoup plus d'épisodes cévenols localisés. Et qu'est-ce qu'il en est dans les années à venir? Donc, pas de surprise, l'augmentation des températures va se poursuivre. Je vous laisse regarder les chiffres, ils font bien assez peur comme ça. En ce qui concerne les précipitations, en tout cas, à l'échelle du bassin versant, on est un peu un bassin de transition, sur la Basse-Ardèche. Vraisemblablement, il y aurait allongement des sécheresses et diminution moyenne des précipitations estivales. Mais en ce qui concerne effectivement les précipitations automnales, on n'arrive pas à établir clairement de tendance, donc on pense qu'il faut garder une certaine vigilance là-dessus, mais on n'est pas capable de savoir si ça va être plus, si ça va être moins. Donc, voilà. Je voulais vous faire un petit rappel quand même concernant la notion de risque. Pour qu'il y ait du risque, il faut qu'il y ait deux composantes. Donc, d'une part, ce qu'on appelle l'aléa. L'aléa, c'est la possibilité que quelque chose arrive. Soit j'ai ma rivière qui va déborder, soit j'ai du ruissellement qui va se produire, voilà. Et qu'on a des enjeux également. Donc les enjeux, qu'est-ce qu'on entend par enjeu? C'est toutes les personnes, tous les biens, tous les équipements qui pourraient y avoir sur le territoire. Et donc on va avoir un risque qui sera d'autant plus important quand, dans un même lieu géographique, on va avoir un aléa qui va rencontrer des enjeux. Et plus les enjeux vont être importants, plus le risque sera important. Donc là, dans notre cas, c'est effectivement la maison qui se retrouve inondée. Un petit mot sur le SAGE. Donc le SAGE, je vous en ai touché deux mots rapidement tout à l'heure, c'est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Donc, qui a été réalisé à l'échelle en 2012. C'est notre petite loi locale de l'eau. Donc, elle est juridiquement opposable. Et donc, c'est un cadre, c'est un outil de planification qui définit pour tous nos programmes d'action les priorités, et puis priorités d'action, mais aussi priorités de financement. Et il est associé à une instance de concertation locale qui est la commission locale de l'eau,
où on a en représentation de 3 collèges. On a un collège avec les collectivités, certaines collectivités en tout cas, voilà, qui représentent le territoire, le collège des usagers, avec un panel qui est assez varié. Chez nous, voilà, on va retrouver les agriculteurs, on va retrouver les loueurs de canoë, des associations de valorisation du patrimoine hydraulique, la chambre de commerce et d'industrie. On va y retrouver également le syndicat d'hôtellerie de plein air, un petit peu tous ces usagers-là, la FRAPNA également, voilà, pour l'aspect un peu naturel. Et après, on a le collège, effectivement, des administrations, avec les services de l'État. Donc, dans ce stage, je disais qu'il était juridiquement opposable. Du coup, il y a une notion de compatibilité, puisque les documents d'urbanisme ne doivent simplement pas aller à l'encontre des objectifs du SAGE. Il y a 5 objectifs principaux donc sur ces 5 volets-là. Ce SAGE, il ne comporte malheureusement que 2 règles, qui sont des règles qui concernent l'assainissement, et 39 dispositions. Et du coup, il est mis en œuvre de manière opérationnelle dans nos programmes d'action que sont les contrats de rivière, le PAPI, du coup, voilà, programme d'action de prévention des inondations, ou également via nos documents d'objectifs sur le Natura 2000, etc. Du coup, je voulais revenir, en parler en particulier pour les élus qui sont concernés de notre territoire, sur les dispositions de ce stage qui concernent plus particulièrement la partie pluviale. Donc, on a un objectif général qui est d'améliorer la gestion du risque inondation. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Et après, on a une disposition. Alors, sur ces dispositions-là, ce n'est pas des règles, on va retrouver que des recommandations. Donc, le SAGE recommande d'intégrer la problématique de l'assainissement pluvial dans les documents d'urbanisme et éviter ou compenser l'imperméabilisation des sols. Donc, dans cette disposition-là, il est rappelé l'importance de réaliser des schémas directeurs d'assainissement pluvial lorsqu'il y a élaboration, révision des PLU, PLUI. Vous allez me dire, c'est pas facile. Oui, mais il y a quand même un vrai intérêt à le faire. Il recommande également d'éviter les nouvelles imperméabilisations en ayant recours, d'une part, à des techniques alternatives, ou alors, quand c'est pas possible, d'essayer de compenser au plus près de la source. Et on avait déjà des secteurs qui étaient pré-ciblés, donc en particulier tout ce qui était pied de relief, et puis après les secteurs urbanisés qui étaient proches des grosses villes du coin, c'est-à-dire Aubenas, Argentière, Joyeuse, Lévance, Ruons et Vallon-Pont d'Arc. Du fait effectivement de ce qu'on observe ces 10 dernières années, puisque le SAGE commence déjà à dater un petit peu, on se rend compte que la liste de ces secteurs serait actualisée, puisqu'on a vu beaucoup d'épisodes sévenols localisés avec des problématiques de ruissellement finalement un peu plus généralisées que ce qu'on pensait. Autre disposition, il y a une disposition sur tout ce qui est un peu plus, pas les secteurs urbanisés, mais les secteurs plus naturels, où effectivement on recommanderait d'améliorer la rétention à la parcelle sur les terrains agricoles et forestiers, et également lutter contre le ravinement. Je vous ai remis quand même, pour info, parce que c'est assez parlant, je trouve, 2 petites cartes qui permettent de se rendre compte où se trouvent les milieux forestiers et les milieux agricoles sur le bassin. Et quand on superpose les 2 cartes, on se rend compte que, je pense qu'on a quand même pas mal de chance par rapport à ça, il ne reste pas énormément quand même de zones urbanisées. Alors localement, il y en a et on a quand même des soucis, mais on a du ruissellement sur des zones qui sont tout à fait naturelles. Donc, le SAGE, effectivement, recommande d'intégrer cette problématique dans les diagnostics prospectifs agricoles et forestiers. Et il y aurait effectivement un besoin de sensibiliser le monde agricole
sur la limitation du ruissellement en évitant la création de fossés parce que les fossés, ça draine et puis voilà, le fossé, c'est un petit peu le tuyau à ciel ouvert aussi, clairement. Donc, ça va concentrer les écoulements et puis potentiellement accélérer tout ça. Du coup, ça rappelle également l'intérêt de la végétalisation des sols dans les zones sensibles, l'enherbement de vignobles, et puis des choses concernant les centres de labour. Mais ça, je vais y revenir après. Peut-être ça vous parlera un petit peu plus. Donc tout ça, c'est que des recommandations. Et en particulier sur la partie forestière, c'est pas évident à mettre en œuvre et on peine à avancer sur cette thématique. Du coup, on a un programme d'action de prévention des inondations qui se termine à la fin de l'année et on est en pleine construction d'un nouveau programme pour les années 2023-2026. Et il nous est apparu indispensable de travailler sur cette thématique du ruissellement, du fait effectivement de tout ce qu'on a pu observer ces dernières années et puis également de nouvelles exigences de la part de l'État. Donc on souhaite lancer une étude globale pour essayer de mieux gérer ces ruissellements sur le bassin versant, donc avec un calendrier sur 2 ans à partir de l'année prochaine, avec 2 objectifs. Donc d'une part, améliorer la connaissance de ce risque parce que finalement, ce n'est pas précisément connu, clairement. Et puis, on souhaite après étudier et proposer sur des sous-bassins tests des solutions. Mais des solutions qui peuvent être de différentes sortes, je veux dire, des solutions qui pourraient être d'une part des solutions liées fortement avec l'urbanisme, comme des solutions en termes de travaux, je veux dire, parce que l'idée dans cette étude, c'est qu'on ne va pas chercher à aller gérer les eaux pluviales jusqu'à sur des pluies fréquentes. L'idée, c'est qu'on regarde ce qui se passe sur des pluies vraiment extrêmes et essayer de faire en sorte qu'on assure du mieux qu'on peut, en tout cas, la sécurité des personnes et après qu'on limite les dommages aux biens. Donc, ce serait une étude en plusieurs phases. Une première phase où on va revenir effectivement vers les collectivités parce que c'est aussi elles qui sont au plus près de ce qui se passe sur le territoire, qui sont en mesure de nous dire effectivement ce qu'elles ont comme problème, clairement. Donc, ça se passera certainement via les comités de communes, parce que 150 communes, ça commence à faire pas mal chez nous. Et après, sur tout le bassin versant, on souhaiterait faire une analyse un peu objective à grande maille à partir de la topographie. Voilà, il y a des méthodes qui ont été développées par le CEREMA, la méthode Execo, qui permettent d'arriver à identifier des axes principaux d'écoulement, préférentiels d'écoulement. On a la Caisse centrale de réassurance aussi qui a des données qui pourraient être exploitables. Et l'idée, c'est d'essayer d'actualiser cette liste de zones où on a des enjeux et pas plus particulièrement importants et qui sont sensibles au ruissellement. On va voir comment est-ce qu'on peut intégrer dans cette étude-là la problématique du ruissellement sur les zones agricoles parce qu'elle est, on l'a vu tout à l'heure par les cartes, ces zones-là sont clairement pas négligeables en termes de superficie et du coup, il y a certainement quelque chose à faire. Et donc après, sur 1 ou 2 bassins, effectivement, on irait beaucoup plus loin pour essayer de déterminer précisément les aléas. Et à partir de là, essayer de proposer un programme d'action et de préconisation. Et l'idée, c'est bien ça, c'est d'aller essayer de proposer des solutions de gestion une fois que les réseaux sont débordés, on est débordé, comment on essaie de faire en sorte que les personnes puissent encore se déplacer sans qu'il y ait trop de risques, avec peut-être des axes préférentiels d'écoulement, des choses comme ça.
Donc, c'est un vaste sujet, pas simple à gérer, et on espère en venir à bout d'ici fin 2024, parce que pour nous, cette étude-là est vraiment une ouverture pour la suite, parce qu'elle permettra d'aboutir à un autre programme d'action, mais que plus on avance, plus on se dit, là je disais qu'on allait travailler sur 1 ou 2 bassins tests. Je pense qu'à terme, la modélisation précise des aléas, il faudra certainement qu'elle intervienne sur plus de bassins. Donc, c'est quelque chose certainement qui sera creusé dans les années à venir, au moins pour la connaissance. Parce qu'on s'est rendu compte ces dernières années que aujourd'hui, le bassin est plutôt bien couvert par des plans de prévention des risques d'inondation pour tout ce qui est débordement des cours d'eau par l'Ardèche. Et on se rend compte que maintenant, là où on a des problèmes, c'est des gens qui ont construit sur des secteurs qui ne sont pas en zone inondable officiellement, mais qui sont quand même en bordure de cours d'eau, par exemple, ou dans un talweg, et qui se retrouvent avec des problèmes. Et bon, l'idée, c'est d'essayer de se retrouver le moins possible pour la suite avec de nouvelles situations à risque. Donc, c'est un peu ça l'idée. Je vous ai remis quelques exemples de bonnes pratiques donc sur les parcelles agricoles et les parcelles forestières. L'idée sur les parcelles agricoles, c'est d'essayer d'éviter tous ces phénomènes d'érosion rapidement, parce que la terre est précieuse pour la cultiver, donc si la terre part, forcément, ça marche moins bien. Il peut y avoir ce qu'on appelle les bandes enherbées, donc c'est laisser des bandes où l'herbe pousse, entre, par exemple, les vignes et également entre les différentes parcelles. Ça peut être aussi d'implanter alors si on veut vraiment que les haies soient efficaces contre le ruissellement, il faut qu'elles soient quand même assez denses. L'idée, ça peut être aussi d'implanter des fossés arrosants, parce que ça permet effectivement de stocker un peu de l'eau. L'idée, c'est pas effectivement c'est de la garder le plus longtemps possible pour retarder son écoulement. C'est ça l'idée. Créer des mares ou exploiter effectivement le potentiel des zones humides. Il y a des secteurs où il y en a. Bon, après, on est d'accord que c'est pour des pluies modérées. Mais tout ce qui est effectivement stockage naturel est bon à prendre. Et après, il y a un grand volet d'adaptation des pratiques culturelles qui est quand même important, qui est effectivement d'essayer, par exemple, d'avoir des sens de culture perpendiculairement à la pente, ou d'essayer de faire des semis directs plutôt que des labours. Tout ça, voilà. Mais la chambre, en tout cas sur la chambre d'agriculture sur la partie érosion est assez sensibilisée sur tout ça, et travaille également sur la thématique. Audrey, il Oui. y a aussi une question, est-ce qu'il y a des aides pour encourager les agriculteurs et les forestiers à mettre en place ces actions, ces pratiques? Alors, pour les agriculteurs, oui. Dans le cadre des PAEC, ça peut. Après, pour les forestiers, pas franchement. C'est vrai qu'on est... Voilà. C'est pour ça que c'est difficile, c'est parce qu'il n'y a pas forcément l'incitation derrière. Mais pour les agriculteurs, oui, il existe des cadres. Alors, ce ne serait pas effectivement des financements via notre programme d'action de prévention des inondations, mais via d'autres cadres. Et sur les PAEC, nous, on a mis en œuvre des choses actuellement, mais ça devrait être reconduit par la suite. Voilà. Après, voilà. Je poursuis du coup? C'est bon? Il y avait d'autres questions? Il y a d'autres questions, mais du coup, il y avait une remarque après de Guy Boucher qui disait que dans les zones forestières, le recours aux copeaux et de nature à protéger les pistes en cas de forte pluie. Oui, tout à fait. C'était ça, j'allais dire éviter le compactage du sol par les engins. La bonne pratique, ça peut être effectivement que les engins ne roulent pas sur le sol pour pas que ça compacte. Et puis, on peut effectivement avoir des techniques de ce type-là. On évite les coupes rases, effectivement, là où il ne reste plus rien qui tient la pente. Voilà. Les zones humides, il y en a en forêt. Voilà, on essaie de les conserver. Et puis, là, il y avait le bon exemple
du stockage du bois, là, pile poil là où il ne faut pas, dans le talweg où l'eau s'écoule, et donc le bois, il va partir, ça va former des embâcles comme en rivière. Avec voilà, ces petits barrages qui, quand ça devient plein, explosent, et puis ça crée des vagues, tout ça. Donc voilà un peu les bonnes et les mauvaises pratiques sur cette thématique-là. Il y avait aussi vers nous demander si dans nos territoires, labourer perpendiculairement à la pente, quand les pentes sont fortes, est-ce que c'est dangereux ou non? Dangereux. Je pense que c'est pas tant dangereux, c'est pas pratique surtout, je pense. Voilà, parce que ça a un vrai, en tout cas sur tout ce qui est ravinement, et puis ça a un vrai impact du coup, vraiment. Donc, mais je pense que voilà, techniquement, clairement, oui, c'est pas le plus pratique, malheureusement. Donc bon, voilà, il y a des moments, c'est pour ça que c'est pas facile, voilà, à mettre en œuvre, mais voilà, quand c'est possible, c'est les grandes lignes, et puis voilà, comme on l'a dit, il y a des moments où de toute façon, on sait que ça va ruisseler, et il faudra être en mesure de gérer autrement. Et Élodie tout à l'heure parlait effectivement des réseaux, on parlait de réseaux unitaires séparatifs. Chez nous, il n'y a quand même pas énormément de collectivités qui ont des réseaux d'eau pluviale à proprement parler, quoi. Alors ça, voilà. Donc il y a une vraie question de la gestion des eaux pluviales chez nous. J'espère qu'on va avancer pour la suite, hein, mais bon, c'est pas évident. Et après, quelques exemples de bonnes pratiques. L'idée, on en a beaucoup parlé, et on va, je pense, un peu dans le sens de ce que disait Élodie tout à l'heure. Notre vision des choses, c'est d'essayer de faire quand même un maximum de choses à la source, à la parcelle, au plus près, pas forcément de faire des gros ouvrages collectifs parce que d'une part, ça revient cher, parce que c'est compliqué aussi pour avoir des ouvrages qui ont un vrai impact du fait des volumes qu'on se retrouve à traiter sur le territoire, hein. Enfin, voilà, je vais vous donner quelques chiffres tout à l'heure, mais les volumes sont impressionnants, hein, voilà. Donc, voilà. Comment on peut faire? Donc, nous, on dit faut essayer de faire un maximum à la parcelle au plus près. Dans la partie document d'urbanisme, je voulais quand même resignaler un exemple qui est quand même, je trouve, intéressant, et duquel les collectivités pourraient s'inspirer, qui est celui du PLUI du pays Baume-Droby, qui a clairement appliqué un principe de précaution. Voilà, comme je disais tout à l'heure, là où on a des plans de prévention des risques d'inondation, on applique ce qui est écrit dedans, il n'y a pas de souci. Ça se passe bien maintenant, mais là où on ne connaît pas, voilà, comment on fait? Oui, ils disent on applique le principe de précaution, on intègre une bande inconstructible de 10 mètres le long des cours d'eau et des talwegs également, et c'est là où c'est important. Comme ça, voilà, on ne se retrouve pas avec des habitations dans cette bande-là, et ça limite quand même pas mal les choses. Donc voilà, je pense vraiment que c'est quelque chose que les collectivités pourraient s'inspirer en l'absence de connaissances pour éviter de nouvelles situations à risque. Et après, un autre volet duquel on a toujours été très convaincus, c'est cette rétention et infiltration à la parcelle, qui a un lien particulièrement fort, on parlait tout à l'heure avec la ressource en eau. C'est les gens, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place chez eux pour essayer, chacun à son échelle, de ralentir l'eau et d'essayer, même d'en capter, quoi. J'ai repris un petit schéma là, de l'Adopta, que je trouve très intéressant, qui rebalaye un petit peu toutes ces thématiques-là et toutes ces solutions, hein, qui sont intéressantes. Alors, on parlait tout à l'heure de ressources. Oui, effectivement, les récupérateurs d'eau ou les grandes cuves de récupération, parce que les récupérateurs d'eau, on est sur des petits volumes. Oui, ça peut être intéressant parce que ça a un lien fort effectivement avec cette ressource en eau. Hein. On sait qu'une fois que cette eau, elle est partie, elle a ruisselé, elle est perdue. Si au moins une partie effectivement peut être récupérée et être utilisée en particulier pendant la période estivale, et du coup limiter voilà, les prélèvements sur l'eau potable, c'est pas négligeable du tout, et nous on a clairement encouragé ça, puisque cette année on avait reconduit une grande
une grande opération sur tout le bassin versant à destination des particuliers, des collectivités, pour proposer aux gens l'achat de matériel hydroéconome. Et en particulier, il y a ces cuves là, de récupération qui ont fait fureur. Alors bon, voilà, c'est une goutte d'eau dans la mer en termes de volume, mais c'est en tout cas intéressant. Voilà. Après, peuvent être réalisés ce qu'on appelle des puits d'infiltration. Bon, voilà, surtout que une grande partie par chez nous, voilà, des personnes ont quand même du terrain, je veux dire. Voilà, on n'est pas en région parisienne où les gens ils ont que leurs appartements. Là, il y a possibilité quand même pour faire des choses comme ça. Je trouvais intéressante la notion aussi de jardin de pluie. Voilà, clairement, la semaine dernière, il a fait cet orage terrible sur Benat, où clairement, il y avait des jardins qui étaient complètement inondés et ça m'a complètement fait penser à ça. Ça peut être bien. Donc, on a allé, nous, la tranchée effectivement drainante et puis tous ces sols effectivement perméables avec, j'ai remis un petit peu des détails après, avec, voilà, ça peut être des pavés à joints élargis. C'est pas forcément des techniques qui sont forcément compliquées à mettre en œuvre, hein, mais des dalles engazonnées, tout ça, auxquels les gens, voilà, pour aménager leur jardin, pourraient penser et auraient un impact intéressant. Et puis, si tout le monde y met du sien, la situation, effectivement, pourra être que meilleure. On ne résoudra pas tous les problèmes, mais en tout cas, sur les pluies fréquentes, ça limitera un peu les phénomènes de ruissellement parce qu'ils sont rencontrés dès ces pluies qu'on dit fréquentes. Donc, c'est là où c'est quand même assez problématique. Du coup, je n'ai pas traîné, je suis allée un peu vite, mais je suis prête à répondre à toutes les questions. Première question qui vient, donc c'est quoi un jardin de pluie? Là, je vous ai mis un petit schéma pour illustrer, mais peut-être que Élodie pourrait en parler mieux que moi parce que c'est peut-être un peu plus sa thématique. Mais du coup, un jardin de pluie, c'est dans le jardin, on prévoit un petit coin où on va creuser. Alors, c'est pas des grandes profondeurs, hein, visiblement, de ce que j'ai pu voir moi. On va effectivement creuser un endroit où l'eau elle va pouvoir venir s'écouler et on va y intégrer des espèces végétales qui vont être adaptées à l'eau un petit peu. Alors, je ne vous dis pas forcément des nénuphars, sinon on est plutôt dans la mare, mais parce que l'idée de ces jardins de pluie, c'est pas que ce soit une mare, c'est que ce soit quand même du stockage temporaire. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai suffisamment bien répondu, si Élodie va éventuellement compléter. Ce qui est intéressant avec tous ces schémas, c'est qu'on peut avoir des objets très techniques, parce qu'on veut faire de la récupération d'eau, je vais dire quasiment propre, mais il suffit d'avoir des points bas pour qu'on fasse de la rétention d'eau de pluie. Et donc, on favorise son infiltration in situ. Donc, en fait, un jardin de pluie, c'est tout simplement ça. C'est un espace qui est en creux et qui aura un petit peu plus d'eau que les autres espaces sur lesquels ça va ruisseler par défaut. Mais effectivement, c'est ce que je disais, ce n'est pas forcément des plantes aquatiques. C'est-à-dire que globalement, la plupart du temps, il restera un espace sec. Sauf que quand il va pleuvoir, c'est un point bas, donc il y aura une capacité de stockage et infiltration optimisée. C'est sûr qu'il ne faut pas mettre des cactus, elles ne vont pas aimer. Mais voilà, c'est des plantes adaptées. Je ne sais pas combien de jours de pluie il y a sur la région. Si tu veux, il y a des pluies extrêmes. Et ce qui est intéressant, c'est pas parce qu'on a des pluies extrêmes que ça n'a pas de sens de gérer les petites pluies. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Mais en même temps, le nombre de jours de pluie en Ardèche ne doit pas être phénoménal. Donc, en gros, ça va rester mouillé 2 jours au plus si ça infiltre doucement, quoi. Donc, peut-être un peu plus quand même, là, j'avoue. Mais voilà, après, ça peut rester mouillé une semaine et puis après, voilà, ça c'est cool, hein. Mais voilà, moi, ça me semble intéressant en fait, de se dire, effectivement, si chacun a déjà fait en sorte de gérer les petites pluies comme il peut, à sa manière, dans son coin, ça permet aussi que la collectivité derrière, elle en est quand même moins à gérer, et puis qu'après, on voit comment on gère les gros épisodes. Mais voilà, c'est clairement des solutions qui sont, il me semble, pas compliquées et intéressantes. Et puis, voilà, je vous dis, sur les épisodes qu'on a pu avoir, des jardins de pluie, j'en ai vu. Ils n'étaient pas choisis, mais j'en ai vu. Voilà. C'était des petites mares.
il y avait une remarque sur le principe de précaution par rapport aux 10 mètres. Du coup, c'était 10 mètres, pourquoi pas, mais il vaut mieux raisonner en lit majeur, car on peut être au-dessus d'une falaise proche d'une rivière. Sur les 10 mètres, c'est vraiment des secteurs où on a zéro connaissance. Et voilà, après, les 10 mètres pour le Talweg, ça ne semblait pas inintéressant. Donc, c'était une initiative, je trouve, mieux que de rien mettre, disons. Voilà. On était plutôt sur des PLUI ou des collectivités qui ne mettaient rien du tout. Et voilà, se dire, je réfléchis que peut-être il peut y avoir quelque chose plutôt que me dire non, mais il n'y aura rien. C'était déjà quand même un grand pas, quoi. Et parce que il y a beaucoup, effectivement, Élodie en parlait tout à l'heure, hein, dans les Scott, on parle de l'intermédiation, on donne des grandes lignes, des grandes idées, des grands principes, mais derrière, pour la mise en pratique, ça donne pas forcément voilà, d'éléments faciles à appliquer, quoi. Donc au moins ces 10 mètres-là, c'est clair, et puis on se pose pas trop la question, voilà. Oui, pour revenir un petit peu sur cette remarque, il y a beaucoup de rivières où on a dessiné au-dessus du lit mineur, qui est le lit, on va dire, traditionnel de la rivière, on a schématisé des lits majeurs. Et c'est vrai que nous, dans les communes, lorsqu'on a une rivière qui a tendance à gonfler, on fait attention avant de délivrer des permis, on regarde surtout ce que peut être le lit majeur. Parce que c'est dans ces conditions-là Oui. que les maisons risquent d'être inondées, voire emportées. Il suffit de se rappeler Vaison-la-Romaine où, malheureusement, en 92, on avait construit des maisons dans le lit majeur. Voilà. Ce qui était une erreur grossière. Après, faut-il disposer d'une connaissance, d'une cartographie, effectivement, de cette emprise de lit majeur, et il y a plein de petits affluents pour lesquels on ne l'a pas, quoi. Il n'y a peut-être pas ce classement, oui. Non, c'est ça. Après, effectivement, si je pense au Lignon en particulier, oui, les 10 mètres ne sont pas forcément suffisants parce que, oui, il y a de la falaise, parce qu'il y a d'autres risques qui rentrent en compte, comme effectivement peut-être des risques d'éboulement, de choses comme ça. Mais effectivement, sur des petits affluents, parce que là, c'était sur le secteur Baume-Droby, c'était pas complètement inadapté, et déjà un premier pas intéressant, quoi. C'était plutôt ça. Et pour ce qui est mais voilà, après, si vous avez besoin de conseils sur des secteurs en particulier, il ne faut pas hésiter à nous solliciter, et puis on vous donnera notre sentiment, quoi. Là, il n'y a pas de souci. Vous parlez de puits d'infiltration. En fait, dans le passé, on parlait de puits perdus. C'est la même chose. On est d'accord? Oui, tout à fait. Oui, les anciens, ils avaient quand même pas mal d'idées qui ne sont pas jetées à la poubelle, hein, clairement. Et c'est des choses qui se sont un peu perdues. Donc voilà, l'idée, c'est que chacun y mette du sien et fasse un peu des choses de son côté, et ça résoudra quand même une partie des problèmes. Parce que voilà, sur le secteur effectivement de Jaujac en particulier, c'est un secteur où il y a du ruissellement, et il y a globalement peu de réseaux de gestion des eaux pluviales, ou alors qui sont extrêmement facilement dépassés sur sur une grande fréquence de pluie, quoi. Donc voilà, il faut arriver à se dire comment on peut gérer, et la collectivité ne peut pas tout gérer, c'est pas possible. On ne peut pas tout demander à la collectivité. Et tout à l'heure, il y avait une question du coup par rapport aux sages en Ardèche. Il n'y a pas d'autres sages ou est-ce qu'il y en a un autre sur le secteur plus nord Ardèche? Non, je pense pas. Pas non plus, hein. Je pense pas qu'il y ait d'autres sages. Non. Alors, pas à ma connaissance. j'ai regardé quand j'ai vu cette question passer, il y en a 3 autres, mais c'est en toute petite partie sur la montagne ardéchoise. Pour le Haut-Allier, la Loire-Amont. Oui, il y a Loire-Amont, mais du coup, ouais. Et c'est vraiment une commune ou deux, ou une commune en partie. Donc, un sage complet qui gère un bassin versant, on ne peut pas dire qu'il y en ait d'autres sur le territoire ardéchois. Non, c'était d'ailleurs une des remarques du préfet il n'y a pas si longtemps, qui disait qu'il y aurait besoin sur le Nord Ardèche d'un établissement qui gère effectivement les choses à l'échelle du bassin, un peu comme le nôtre. Ça pourrait aider un peu et simplifier un peu parfois les choses. Voilà.
Ça fait, mine de rien, cette commission locale de l'eau là, qui pilote le SAGE, c'est une vraie instance de concertation. Ça fonctionne bien sur le territoire et les élus, voilà, ils sont assez contents de ce fonctionnement-là. Visiblement, les services de l'État aussi. Donc, il y aurait du besoin. Et il y a Mathilde Georges, du coup, qui dit que les élus peuvent être frileux d'imposer les bonnes pratiques présentées. Et du coup, est-ce qu'il y a des aides à destination des habitants pour la mise en œuvre? Là, comme ça, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Effectivement, oui, bah, jusque-là, les élus, ils sont frileux. Mais face à ce problème qui aujourd'hui devient récurrent, va bien falloir qu'on trouve des solutions. Et surtout, quand on est sur l'urbanisation nouvelle, c'est l'occasion d'aller inciter à faire ça, quoi. J'ai vu, alors pas forcément sur la partie réduction des ruissellements, mais comme on parlait tout à l'heure ressources, des communes qui intégraient l'obligation quand même d'avoir des cubes de récupération d'eau pluviale d'un certain volume qui n'était pas négligeable, voilà, sur une nouvelle construction, pour limiter effectivement les prélèvements d'eau potable. Parce qu'il y a des gens qui arrosent avec de l'eau potable. Voilà, en plein été, quand on est en restriction d'eau, c'est embêtant, voilà. Mais bon, c'est sûr que c'est pas évident, mais il va falloir y mettre le doigt dedans. Et c'est comme tout, là, c'est dans l'adaptation au changement climatique. Tout ça, ça va être nécessaire, quoi. Elodie en a beaucoup parlé. La ville éponge, je pense que c'est vraiment la ville de demain. Donc, voilà. C'est un changement de mentalité qui prendra du temps et où, voilà, nous, on va essayer de travailler sur cette thématique-là pour essayer de donner aussi un peu des éléments aux élus. Parce qu'on vous dit qu'il faut faire de la rétention à la parcelle, mais voilà, on ne sait pas combien, comment. Voilà. Nous, on a envie de pouvoir donner ces éléments-là, en tout cas, pour que ça soit intégré dans les documents d'urbanisme. En fait, je peux peut-être me permettre de compléter parce que je pense qu'il faut rappeler que la collectivité, elle n'a pas l'obligation de prendre en charge les eaux pluviales. Vous devriez être frileux à les accepter plutôt qu'être frileux à imposer aux nouveaux pétitionnaires et à ceux qui aménagent un espace à gérer eux-mêmes leurs eaux pluviales. Je comprends, on se dit, oh là là, on impose encore quelque chose, mais logiquement, le raisonnement, il devrait être inverse. Je pense que c'est important. Ensuite, c'était le code napoléonien. On ne doit pas modifier le ruissellement du fond amont et vers le fond aval. Donc, en fait, on aménage un espace, on se débrouille pour qu'il n'y ait pas plus de ruissellement à l'aval. Et c'est une obligation introduite par le code napoléonien. Donc, je pense que c'est intéressant de dire que si vous imposez ça aux particuliers, aux pétitionnaires, c'est revenir à du bon sens et à des règles fondamentales sur l'aménagement et la gestion de l'eau dans l'aménagement. Ensuite, aller jusqu'à imposer des cuves de récupération, certains territoires peuvent le faire, mais c'est peut-être plutôt là à inciter et accompagner, parce qu'en fait, le choix de, enfin, on a cette pression sur la ressource en eau potable, mais on a un service d'alimentation en eau potable. Donc, je pense que c'est plus de l'incitation et de la gestion de bon sens qui a préconisé là. Peut-être aussi dire que si vous mettez des systèmes de gestion et de collecte des eaux pluviales collectives, ils le paieront dans l'impôt. Ils le paieront dans l'impôt. Donc, on ne fait peut-être pas des aides financières, mais globalement, on va peut-être éviter de charger l'impôt local du fait de prise en charge par la collectivité de la gestion de ces problématiques de ruissellement. Donc, je comprends tout à fait la position de l'élu par rapport aux pétitionnaires, mais en même temps, je trouve que c'est intéressant de vous donner des arguments qui vont aller dans l'autre sens, me semble-t-il. Et il y avait peut-être pour répondre juste avant de peut-être donner la parole à Brigitte, il y a une petite question derrière sur l'accompagnement des particuliers et les financements. L'agence de l'eau, aujourd'hui, elle soutient des dynamiques de territoire pour la gestion intégrée des eaux pluviales. Donc, elle peut soutenir des coms d'agglo, des PNR pour animer cette thématique sur des territoires face à un certain enjeu. Et donc, notamment, faire de l'accompagnement technique au niveau des pétitionnaires. Et là, ça peut être une mission que prend en main la collectivité. Et puis, j'imagine que le CAUE aura peut-être des choses à apporter en complément, puisque ce rôle de conseil auprès des pétitionnaires, c'est bien un des rôles du CAUE. Mais oui, sur les aménagements de l'espace, ouais, un peu notre quotidien aussi.
Brigitte Morel, si vous voulez. Juste avant, juste là où je peux compléter sur une chose, on parlait de subventions. Là où par contre, il est susceptible d'y avoir des subventions, c'est sur des aménagements qui seraient pris en charge par la collectivité pour gérer des eaux pluviales dites exceptionnelles, c'est-à-dire pas ce qui est censé passer dans le réseau, mais tout ce qui sera au-dessus de la pluie de période de retour 30 ans. Donc, gérer l'exceptionnel, c'est quelque chose qui potentiellement pourra être éligible. Et financement aussi, il y a un gros plan nature et biodiversité qui est en train de se mettre en place. Et donc, pareil, sur des aménagements publics, des stratégies publiques, je pense qu'il y aura des financements en ce sens-là. Et là, encore une fois, l'eau pluviale sera un levier, un argument, un atout. En tout cas, ça pourra rentrer dans des logiques d'aménagement du territoire subventionnées éventuellement pour la biodiversité. Brigitte Morel, je pense que c'est bon, vous pouvez. Et moi, j'avais une petite question sur le schéma par rapport à la cuve de récupération. Parce que je vois qu'elle est enterrée. Alors, on en voit souvent qui sont aériennes, donc on peut récupérer l'eau facilement par des robinets. Hein, c'était proposé dans le sud Ardèche, par exemple. Il y avait des ventes de robinets. Mais là, une fois que l'eau est enterrée, que la cuve est pleine, enfin, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'idée, c'est que la cuve enterrée, elle ne va pas avoir le même volume que les récupérateurs d'eau. Voilà, ce qu'on proposait cet été, là, c'était des cuves au plus gros de 1 mètre cube, donc ce n'est pas énorme. Oui. Les cuves de récupération, ça peut être de différentes sortes, mais il y a des choses, ça peut être des dizaines de mètres cubes. Et après, vous avez une pompe pour remonter l'eau. Ok. Merci. Et on avait le témoignage aussi de Claire Delorme par rapport au PLUI Ardèche des sources et volcans, où aussi ils ont intégré des éléments notamment réglementaires par rapport à la gestion de l'eau. Donc il y avait la question de la récupération des eaux de pluie, mais aussi ils ont intégré la non-imperméabilisation des surfaces autour des constructions, des parkings en surface drainante également, plus une OAP thématique illustrant les possibilités de gestion des eaux pluviales à la parcelle. Donc voilà comme autre PLUI Ouais. qui va aussi de ce petit pas ou ce grand pas, je sais pas, par rapport à cette question. Non, mais oui, il y a plein de pistes, effectivement. Et c'est vrai que techniquement, je trouve que les choses ont énormément évolué. On arrive à faire des chaussées drainantes, etc. Pour le parking en particulier, qui arrive à stocker pas mal d'eau, quoi. Après, bon, voilà, il y a quand même, c'est un certain coût. Oui. Mais du coup, voilà, si on est un territoire sujet à ces problèmes-là, franchement, ça peut valoir le coup, quoi. Et imposer, voilà, c'est pas encore on impose quelque chose. Je pense que là, on est vraiment sur des problématiques maintenant de bon sens. Clairement, hein, je l'ai dit, on est maintenant, ces 10 dernières années, on l'a vu qu'on a énormément d'épisodes sévenols localisés. Ça veut dire qu'on a des intensités très fortes et localisées. C'est plus, ça tombe juste sur Sablières, etc. Là, ces derniers temps, on a eu des épisodes sur Saint-Martin-d'Ardèche, Saint-Marcel, qui ont eu énormément de dégâts. Donc, faut essayer de réfléchir à tout ça. C'est pas juste on impose des choses à des contraintes, même pour la collectivité, hein, je veux dire. J'essaie de penser au mieux pour que aussi derrière, peut-être j'ai le moins de dégâts possible. Parce que derrière, voilà, quand il y a du ruissellement, en ville en particulier, ça abîme et ça a quand même aussi un certain coût, quoi. Donc voilà, c'est pas juste de l'argent jeté par les fenêtres, entre guillemets, quoi. C'est plutôt un plan pour l'avenir. Et on a encore une question, c'est a-t-on le droit d'utiliser les eaux pluviales de son toit pour la chasse d'eau de ses toilettes? Je sais pas si tu préfères répondre à Elodie, mais c'est pas si simple. Hein. Oui. C'est pas si simple. Dans mon souvenir, En fait, oui, mais il y a des oui, problématiques. Il faut faire attention au risque de contamination du réseau d'eau potable. En fait, il faut qu'il y ait me semble, des circuits séparés. C'est ça? En fait, il y a un enjeu sanitaire, enfin, il y a un risque sanitaire lié à l'injection d'eau non potable dans le réseau d'eau potable. Donc, c'est ça. Ce qui est demandé dans ce genre d'installation, c'est d'avoir vraiment des réseaux séparés. C'est un peu la limite du système. Et c'est vrai que l'ARS a souvent été assez frileuse sur ce genre de système et de solutions.
Elle n'en fait pas la promotion. Or, je pense que dans certaines conditions, c'est possible, mais il faut avoir cette précaution d'éviter tout retour d'eau dans le réseau d'eau potable. Et quand même là, un enjeu très important. Après, je pense qu'en pratique, il y a plein de gens qui le font sans que ce soit fait dans les règles. Voilà. Après, c'est pour ça que j'insiste sur la précaution et non pas la question réglementaire qui. Tout à fait, mais oui, voilà, c'est ça, c'est l'intérêt, c'est qu'on ne va pas dépolluer les réserves d'eau, quoi. Après, les gens, parce qu'ils ne comprennent pas forcément le risque non plus, hein, il y a de ça aussi. Hein. Mais ouais. C'est dommage, hein, d'ailleurs, qu'on n'arrive pas à généraliser un peu plus ça, pour les toilettes en particulier. Oui, toilettes et machines à laver, ça fonctionne potentiellement, ça fonctionne assez bien. Et il faut avoir cette précaution et du coup, en tant que collectivité, c'est délicat de conseiller. Enfin, en tout cas, voilà, il faut insister sur cette précaution et sur la préservation de nos réseaux d'eau potable et de la qualité de notre eau potable. Et Guy Boucher, à l'arrivée sur le compteur d'eau, il y a un clapet anti-retour qui empêche le renvoi vers le réseau public. Oui, il y a des équipements qui permettent d'avoir un bon clapet anti-retour. Mais il faut faire attention. Voilà. Ouais. Mais y compris à l'intérieur de la maison, quoi. Oui. L'eau potable, elle est aussi, enfin j'espère, bue chez chacun d'entre vous. Oui, parce que si la personne elle se pollue son eau, c'est pas la solution non plus, effectivement. Hein. C'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, sur le chat, on est arrivé au bout, il me semble. Moi, j'aurais juste peut-être un petit dernier commentaire avant qu'on conclue. Sur le côté peut-être plus urbanisme et planification, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est aujourd'hui dans la trajectoire du zéro artificialisation nette. Et je rebondis par rapport aux propos d'Élodie tout à l'heure. Dans l'optique demain de projets de renaturation ou de désartificialisation dans les espaces urbains, il faudra aussi profiter de ce projet-là pour peut-être mettre en place des solutions de gestion intégrée des eaux pluviales, toutes les solutions qui ont pu être vous présentées ce soir. Donc, en tout cas, ce sera vraiment un sujet sur lequel on pourra lier les deux thématiques puisqu'elles le sont étroitement. Quoi. Je pense qu'en tout cas, sur la Basse-Ardèche, on n'est pas très en avance sur toutes ces thématiques-là. Hein. Tout ce qu'a montré Élodie, ce n'est pas encore dans l'air du temps chez nous. Et malgré des beaux projets qui sont sortis, hein, quand même, je pense effectivement à Aubenas, ce fameux parking de la Poste qui a été désimperméabilisé, où derrière, ils ont fait une espèce de parc, mais où finalement, c'est quand même encore assez minéral. Voilà, on aurait encore des progrès à faire, mais je pense qu'on commence à mettre doucement le pied là-dedans, mais lentement, mais sûrement, disons. En fait, la difficulté, on peut faire de la communication positive, même en appui sur des résultats de recherche avérés, consolidés, etc. On est vraiment dans une logique de changement de pratique et il faut accepter que la nature peut être aussi efficace que la technologie. Et donc, en fait, c'est vrai que ce changement, il n'est pas facile et il doit être fait à tous les niveaux. Il doit être fait auprès des élus qui doivent être fermes dans leur position. Mais moi, je dois faire aussi le travail auprès des bureaux d'études qui, finalement, font des études plus rapides en faisant du bitume et du tuyau qu'en trouvant une solution qui convient à tout le monde avec des solutions fondées sur la nature. Donc, on a un travail à faire de toutes parts pour arriver à démultiplier en fait, et massifier ce changement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une urgence climatique et une urgence d'adaptation aujourd'hui. C'est-à-dire que le GRES, ça fait 35 ans qu'on porte cette thématique et des fois, on se dit, mais ça avance lentement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une urgence climatique et il y a plein de changements comme ça qui sont possibles et c'est probablement pas le plus difficile à faire, celui-ci. Donc, il ne faut pas s'en priver. Me semble-t-il. On a Laure Vigneron de la DDT qui lève la main. Non, mais je voulais un petit peu aller dans le sens des conclusions. C'est un changement de pratique. Dans les documents d'Urba, Baum-Drobie était cité, mais effectivement, c'est quand même ce qui était cité sur Baum-Drobie, c'est généralisé maintenant en association. C'est ce qu'on conseille à toutes les collectivités. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de documents d'urbanisme qui sont aujourd'hui approuvés sans cette mesure sur la gestion des prospects par rapport au TALFEG. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on a une grande opportunité devant nous.
pour gérer ces questions de changement de pratique, c'est qu'en Ardèche, on a beaucoup de PLU intercommunaux qui ont été prescrits, dont l'élaboration va avoir aussi plus de capacité d'analyse. Donc, il faut vraiment profiter de cette fenêtre-là pour introduire les règles. Et donc, les règles dont on parlait, donc on a le PLU dans le sud Ardèche et qui dépend du SAGE. Et c'est pour ça que l'étude qui est en train d'être lancée par le PTB arrive vraiment fort à propos, parce qu'on est toujours pris, c'est le document d'urbanisme qui est, on va dire, le vecteur réglementaire possible. Sauf que ce vecteur réglementaire possible, il faut qu'on ait des éléments toujours, quand on crée une contrainte au travers d'un PLU, il faut qu'on justifie. Et notre question, c'est comment solidifier et ne pas mettre les collectivités en difficulté quand elles posent une règle de contrainte par rapport à la rétention des eaux, par rapport. Donc voilà, c'est en ça qu'on attend l'étude qui a été lancée pour vraiment à la fois sensibiliser les collectivités, mais surtout les sécuriser quand elles émettent des éléments réglementaires dans la partie justement règlement écrit du PLU. Donc voilà, c'est pour dire le changement de pratique, on a des opportunités avec le PLUI et on a besoin aussi d'être fortifié pour pouvoir le faire de manière assez sécure. Non, on est bien raccord là-dessus. Et puis, voilà, quand je disais, on veut faire une étude grande maille sur tout le bassin, c'était aussi pour avoir ces éléments un peu objectifs, c'est de dire pourquoi il y a du risque là et pas là. Voilà, c'est aussi ces données-là c'est ce travail qui permettra de le faire parce que voilà, mais dire à moi, ça n'a pas de valeur technique particulière. Enfin, voilà. Donc, ça permettra de tout remettre à plat correctement. Et par contre, voilà, cette histoire de 1 à 2 bassins têtes, je pense que pour la suite, très objectivement, y en a d'autres qui passeront au crible sur les prochains programmes parce que finalement, le besoin est relativement généralisé. Et voilà, tous ces événements qui se sont passés ces derniers mois-là, me conforte dans l'idée que tout le monde va devoir y passer. Et on va devoir avoir besoin de la connaissance de cet aléa ruissellement. Donc, voilà. Mais au-delà des études de risque à grande échelle, il y a un outil qui existe qui est le zonage pluvial, qui peut être déployé à l'échelle du PLUI, mais qui doit être fait en amont. Enfin, l'intérêt du zonage pluvial, c'est de mener l'étude un peu, si on peut, en amont du PLUI et de croiser, de faire une enquête publique conjointe pour que le zonage soit intégré dans le PLUI avec ses règles spécifiques. Et dans le zonage, il y a une lecture des risques, mais il y a aussi une lecture des opportunités. Et le pluvial, c'est de la gestion de risque, mais aussi de la gestion d'opportunités. Je pense que c'est intéressant d'avoir cette double lecture de cette eau qui est une menace, mais aussi une ressource précieuse pour ces territoires qui en manquent, quoi. C'était effectivement les recommandations du SAGE, de faire ces zonages-là, mais depuis 10 ans, ça ne prend pas. Parce que tout ça, c'est des choses, ça coûte quand même globalement, en plus de ce qu'ils ont déjà à faire assez cher, je pense, aux collectivités, ces études-là. Et du coup, le fait que là, le PTB mette le doigt là-dedans, ça les pousse un peu plus, disons. Voilà. Ils se sentent un peu contraints et forcés de suivre, ils vont se sentir contraints et forcés de suivre la marche, quoi. Et c'est un peu ça l'idée. L'intégrer directement dans le processus d'élaboration PLUI, le moment où on fait le PLUI, c'est vraiment un moment qui est assez lourd en termes de ce qu'on doit capitaliser et construire en termes de connaissance du territoire. J'avoue que nous, on sensibilise sur cet enjeu de schéma pluvial, mais très clairement, il y a un moment, les collectivités prennent la position de dire non, jetez plus, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que si ça peut être découplé, ou en tout cas, pas forcément être une étude supplémentaire dans le cadre du PLUI, j'y trouve de l'intérêt, c'est plus facile à passer au niveau des collectivités. Mais je suis bien d'accord que c'est idéalement comme ça que ça devrait être fait. Et puis quelque chose qui est fait à une échelle différente et une échelle cohérente, parce que l'échelle des PLUI, parfois hydrauliquement parlant, en tout cas, ça déconnecte certains bassins, quoi. Donc là, l'idée, c'est vraiment de regarder la cohérence hydrographique. Donc au moins, ça aura cet avantage-là, quoi. Et après, simplement pour synthétiser aussi ce qu'on s'était dit avec le PTB, l'intérêt aussi de cette démarche, c'est que dans le cadre d'un PLUI, on va pouvoir aussi
approfondir des secteurs déjà identifiés comme problématiques et les traiter. Et là, pour l'instant, au stade des PLUI qui seront en cours d'élaboration, c'est vraiment une grande attente. C'était l'idée de ces fameux bassins tests, hein, c'est que voilà, sur les secteurs identifiés les plus à problème, on va essayer d'aller plus loin. Déjà sur la qualification de l'aléa et puis sur la proposition de solution, hein, et où peut-être effectivement sur des secteurs où le risque va être important, peut-être qu'il faudra aboutir à de l'inconstructibilité, hein, clairement. Mais on verra. On verra ce qu'il en ressortira, mais bon, c'est pas forcément que ça l'idée en tout cas. C'est voilà, de proposer des solutions de gestion aussi de l'extrême, et puis la collectivité, elle, pourra prendre part, et si elle le souhaite aussi, proposer des solutions pour gérer tout ce qui va être pluie fréquente, parce que voilà, nous, sur la partie pluie fréquente, on n'ira pas plus loin. Donc, en tout cas, merci beaucoup à toutes les deux. Et De rien. Alexis, je te laisse dire juste ce petit mot de conclusion peut-être. Oui, merci Elodie, merci Audrey. On n'a pas d'Urba Sessions qui sont programmées jusqu'à la fin de l'année, donc on ne manquera pas de revenir vers vous pour la programmation de 2023. Voilà, avec comme premier thème qu'on abordera vraisemblablement l'alimentation, l'agriculture et le lien avec l'urbanisme. Voilà, donc au plaisir de vous revoir en 2023. En tout cas, bonne soirée à vous tous. Merci pour votre participation et à Merci à bientôt. tous.